Oui, oui, j'avoue. La réaction que j'ai eue à la fin de la réaction live, d'ailleurs c'est le nom de la vidéo, réaction live, c'est vraiment de dire les choses telles qu'on les ressent, était un petit poil disproportionnée par rapport à ce qu'on devait ressentir normalement au niveau de ce chapitre. Pareil, ce que j'ai fait sur TikTok et après sur Twitter, c'était légèrement disproportionné maintenant que je le regarde. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous abonner à mon Twitter et aussi à mon TikTok. Mais franchement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, le doc, t'as absolument rien compris parce que c'est le flashback de Kuma. Oui, c'est le flashback de Kuma. Mais n'empêche que, normalement, on aurait dû avoir des combats. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce que je dis, ce n'est pas n'importe comment. J'essaye quand même d'analyser et de trouver un petit peu la trame narrative et pourquoi justement on a ressenti certains éléments. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas été le seul, je l'ai vu dans les commentaires, à avoir réagi ainsi au niveau de cette vidéo. Mais ce n'est pas tout, bien sûr, c'est une critique analyse. Donc on va analyser un petit peu tout ce qu'on a eu dans ce chapitre. L'équipage des Rocks, et là l'équipage des Rocks, on a eu énormément d'informations. Les coffres, les fruits du démon et ce qui aurait pu se passer justement entre Big Mom et Kaido, ça c'est très important. Les chevaliers divins, l'arrivée de Garp. Pourquoi sur sa tenue? Eh bien justement il y a ici une petite papate. Pourquoi il a une Bible? Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de m'apercevoir que j'ai complètement zappé de parler de quoi? De parler de Kuma avec les papates qui sont ici. Pourquoi on a ça justement et pourquoi il a une Bible? Il a une Bible parce qu'on sait maintenant que c'est un croyant par rapport à la religion de Nika. Et ça là, c'était par rapport à ses coussinets, mais surtout parce qu'on lui a dit qu'il avait les mains libératrice. Donc c'est pour ça qu'il a décidé de mettre justement ce symbole justement sur sa tenue. Et en plus bien sûr quand on voit qu'il coupe le bois et qu'il a le bois sur son dos pour le vendre, pour pouvoir manger, et bien ça reprend le dessin d'Eiichiro Oda qu'il avait fait quand il avait montré tous les Shichibukai qui étaient enfants, jeunes. Voilà, donc maintenant je reprends, je continue le montage parce qu'il y a encore beaucoup de taf à faire. Il est très important de reprendre tout ça un petit peu dans le contexte parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Hé le doc, tu n'as rien compris, c'est le flashback, ce que l'on a ici dans le chapitre, c'est le flashback de Kuma. » Et en un sens, vous avez raison, oui, c'est le flashback de Kuma, c'est le flashback de Kuma à travers les yeux de Bonnie. Pourquoi j'ai dit les yeux de Bonnie? Attendez, je prends un petit café. Tout simplement parce que c'est Bonnie, quand on est dans le temps présent, Bonnie qui est entre les mains de Saturne. D'ailleurs, on revoit aussi Saturne dans ce flashback. Ça aussi, c'est un élément très important. On voit que c'est Bonnie qui est en train de se rappeler de son père et de l'histoire que lui a raconté son père. Ou alors, est-ce que ça peut être aussi à travers la mémoire qu'elle a pris justement de Kuma quand elle était dans l'une des salles du laboratoire de Vegapunk. Et donc à travers ça, obligatoirement, on a tout ce qui a été vu à travers les yeux de Kuma. Cependant, à travers la narration que nous met en place Eiichiro Oda dans ce chapitre, on voit des éléments narratifs que Kuma n'est pas censé savoir. Je m'explique, l'arrivée des Rocks, l'arrivée du bateau de Goldie Roger, l'arrivée de Garp, ce n'est pas Kuma qui les voit à travers ses yeux. C'est Eiichiro Oda qui nous montre l'ensemble de l'île et les éléments qui vont intervenir. À partir de là, on peut sous-entendre que Eiichiro Oda nous montre des choses que Kuma n'est pas censé voir. Et là, il y a un autre élément qui est très important, c'est que à travers ce flashback, on a peut-être la mise en place de la future armée et de la technologie de l'armée révolutionnaire. Et peut-être que dans la suite justement de ce flashback, parce que peut-être que ce flashback n'est pas terminé ici, on va voir justement comment Kuma a rencontré Dragon et comment il a mis en place justement l'armée des révolutionnaires, peut-être pour contrer cette boucherie qu'il y a tous les 3 ans où les dragons célestes viennent sur une île et tuent absolument tout le monde, avec en plus certains éléments perturbateurs qu'il pourrait y avoir au niveau des esclaves qui sont à Marijora et qui sont censés seulement subir la volonté des dragons célestes et non pas se révolter contre eux. Et alors comment on peut voir cette mise en place de l'armée des révolutionnaires? Et bien tout simplement à travers un personnage
personnage qui devient de plus en plus important et que malheureusement on n'a pas vu plus tôt, et ça c'est vraiment dommage parce que j'ai recherché, j'ai fait beaucoup de recherches en amont, et bien la petite Ginny on la voit pas, donc ça voudrait dire qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose, et ça fait quand même très mal au cœur. Ginny, c'est quoi? C'est une fille qui a l'air d'être très douée, déjà premièrement pour voler, mais aussi au niveau de la technologie. Pourquoi? Parce qu'elle a réussi déjà à pirater des Denden Mushi, ou des Denden plutôt Visio, parce que au-delà de la fourberie des dragons célestes, déjà de se faire plaisir entre eux, d'aller tuer des innocents, ils retransmettent ce jeu, parce qu'on peut appeler ça pour eux un jeu, au niveau de Marijoa. Et ça, c'est très important, parce que ça, on le voit sur une case, on voit la case justement avec Marijoa, et c'est ce flux d'informations qui a été justement piraté par la petite Ginny, qui lui permet de voir un petit peu tout ce qui se passe, et qui lui a permis aussi d'avoir toutes les informations, de savoir ce qu'il y avait au niveau des coffres. Et c'est pour ça qu'ils savent que pour pouvoir s'échapper, il y a deux solutions. Premièrement, se transformer en dragon, c'est-à-dire le fruit du démon qu'aura plus tard Kaido, ça on va revenir un peu plus tard dans la vidéo, ou tout simplement avoir le Nikyu Nomi, le fruit du démon du coussinet, qui permet justement à l'utilisateur de pouvoir téléporter, de pouvoir envoyer justement les personnages un petit peu partout dans le monde à un endroit précis. Donc là, encore une fois, on voit bien que Kuma, lors de la fin de Shabondi, c'est lui qui a bien délibérément envoyé les Mugiwara à certains endroits pour qu'ils puissent évoluer et pouvoir soutenir plus tard leur capitaine. Ça, c'est vraiment très important, parce que ça montre bien que Kuma, les directives qu'il avait, c'est peut-être par rapport à Vegapunk ou peut-être par rapport à Dragon. Pour revenir à Ginny qui arrive à pirater les réseaux, qui a les informations. Donc déjà, elle a des connaissances sur les fruits du démon, peut-être par rapport justement à l'encyclopédie. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a transmis aussi les informations à d'autres personnes, et c'est pour ça que tous les pirates vont venir converger vers cette boucherie qui est celle de God Valley. Donc, elle a un œil sur tout ce qui se passe à travers l'île, et c'est là où je dis qu'on aurait pu avoir des combats. Bien sûr, je sais qu'on n'aurait pas eu la résolution du combat entre Chebek et Goldie Roger. La résolution totale de ce combat n'aurait pas été présent dans ce chapitre. Cependant, on sait que Kuma a sauvé 500 personnes. C'est pas n'importe quoi, 500 personnes. Et je pense que s'il l'a fait, il l'a pas fait n'importe comment. Il s'est pas promené au hasard, il a trouvé une personne, il l'a envoyé. Je pense que tout ça a été mis en place justement par Ginny, qui, à travers les escargots, les Denden Mushi et les Denden Visio, a pu avoir une sorte de vision globale de ce qui se passe sur l'île, un petit peu à la Fortnite. Et ce qui se passe, dire à Kuma à un moment, bah va à cet endroit, va par là, il y a des gens que tu peux sauver. Et à travers ça, je pense que Ichiroda aurait pu nous mettre en contre-champ, et c'est ça que je voulais voir. Je voulais voir des combats en contre-champ pendant le sauvetage, parce que encore une fois, on a Big Mom qui arrive pour prendre le fruit du démon, le futur fruit du démon que va avoir Kaido, et que Saturne intervient ici, et le reste est complètement ellipsé. C'est ça aussi, on aurait bien voulu voir un peu plus, c'est-à-dire que il nous amène vraiment une hype à travers la description de l'équipage des Rocks. Équipage des Rocks, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on voit le petit Stussen dessus, le mec qui a justement rencontré la première fois Big Mom sur l'île où elle a mangé Bowser Caramel et les autres enfants. Et bien Stussen, il était présent à ce moment-là, il continue à être dans l'équipage parce que c'est lui qui va faire le gâteau de mariage, mais il est aussi présent dans l'équipage des Rocks. Et ça, c'est un truc absolument dingue. Pareil, des membres zombies qu'on voit plus tard, enfin qu'on voit plus tard, qu'on a vu plus tôt, mais qu'on verra plus tard dans l'équipage de Moria, eh bien, ils sont présents ici. John, à travers son bracelet aussi, qui est la carte pour son futur trésor, il est présent ici. On voit d'autres personnes. Enfin bref, il y a d'autres youtubeurs qui ont dû faire sûrement plein de vidéos là-dessus. Mais ça, encore une fois, c'est des petits éléments scénaristiques qui sont vraiment excellents. Le fait aussi qu'on voit l'équipage de Goldie Roger, on voit un Roger sans son chapeau, mais on voit un Roger sans sa moustache aussi. Et il ressemble énormément à Ace. Et je sais pas si ça vous a frappé, mais moi, lors de la deuxième lecture, je me suis dit, mais putain, on dirait vraiment Ace qui doit avoir 30-40 piges. Il est magnifique. C'est super beau. On voit Rayleigh qui est là, on voit tous les autres. Et il y a Garp aussi qui arrive, revoir Garp par rapport à ce qui s'est passé dans les précédents événements au niveau de la Rouge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est vraiment très important, c'est que Eiichiro Oda ne place pas
pas tout ça pour rien. Il y a une mise en scène scénaristique, c'est-à-dire qu'au précédent chapitre, il nous montre les éléments, ce qui va se passer au niveau de God Valley, donc il nous a titillé un petit peu God Valley, et là on est présent sur les événements qui ont totalement changé le monde à un moment, et il y a à travers ces dessins, à travers la mise en scène, les doubles pages qui nous présentent comment s'appelle, les combattants. On est peut-être dans un tag battle, c'est-à-dire qu'avant le tag battle, on a la première équipe, la deuxième équipe, et on a la troisième équipe, justement avec les Marines et Bogart. On a même une quatrième équipe avec les Chevaliers Divins, c'est-à-dire qu'il nous crée une hype où on a un véritable battle. Je me rappelle plus comment c'est le nom, où il y a tout le monde qui va se combattre à la fin, et il doit en rester qu'un. Non, là, il n'en restera pas qu'un, il en restera plus. Mais vous voyez, il y a toute une hype qui a été mise en place. Tout ça pour absolument rien montrer. L'élément narratif, comme je vous ai expliqué précédemment, il est présent. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est là à travers les Dendenmushi et à travers les visios, les Denden Visio, qui peut justement nous montrer ça à travers certains éléments. Kuma, encore une fois, il a réussi à sauver des gens. Donc, on aurait pu avoir des combats en arrière-plan, juste montrer différents petits éléments, des petits trucs de haki ou quoi que ce soit. Je demandais pas d'avoir la totalité du combat. Je sais qu'on l'aura plus tard. Et j'espère qu'on va l'avoir plus tard parce que, encore une fois, il y a le narrateur qui vient nous dire quelque chose qui fait quand même un petit peu peur. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment, je pète les plombs à travers les deux phrases du narrateur. C'est-à-dire qu'il a réussi à nous monter une hype. Et dites-le moi dans les commentaires. Vous avez eu la hype quand vous l'avez lu. Et ça, encore une fois, il n'était pas obligé de nous montrer. Il aurait pu nous les montrer à travers un autre champ. Là, il nous montre vraiment les personnes arriver à travers la vision de quelqu'un d'autre. Parce que ce n'est pas Kuma qui les voit arriver, malgré que ça soit un flashback qui est vu à travers lui. Cependant, il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est peut-être aussi pour ça que ça a été montré, on voit l'évolution des personnages dans le temps, et ça c'est un point scénaristique qui est vraiment très très important et qui vient renforcer la puissance et la caractéristique d'un certain personnage qui est tout simplement Saturne. Vous voyez Fingerland, on l'a vu dans le temps présent qui est complètement vieux, les cheveux vieux, tout élément montre que le temps a eu un effet sur lui. Et donc, les autres chevaliers divins qu'on voit, je pense que ça va être d'autres chevaliers divins qu'on va avoir peut-être plus tard s'il y a des éléments scénaristiques qui les mettent en place. On voit aussi qu'il y a les membres des Rocks, la plupart des membres de Rocks ne sont plus là, ou ont énormément vieilli. On a exactement la même chose pour Garp. Garp, il était jeune ici, et Garp, il a vieilli, pareil pour Rayleigh, etc. Il y a une personne, lui, qui n'a pas eu de prise dans le temps, et qui joue justement sur le mot du temps, c'est tout simplement Saturne. À travers ce flashback, Eiichiro-Oda nous montre aussi que les doyens du monde étaient peut-être présents il y a 800 ans. Parce que le Saturne qu'on a là est un Saturne vieux, certes, mais qui n'a pas vieilli dans le temps présent. Et peut-être que justement, le doyen, il y a 800 ans, il avait déjà cet aspect, il avait déjà vieilli, et à un moment, à travers un pouvoir de Insama, peut-être par rapport à un fruit démon qu'il a mangé, qui lui a donné, au niveau du temps, quelque chose qui a été figé un petit peu, je crois, et dites-le moi si je me trompe, comme au niveau de Highlander. C'est-à-dire qu'au niveau de Highlander, quand ils meurent une première fois, ils reviennent après à la vie et ils deviennent immortels et ils ne bougent plus par rapport au stade où ils étaient au moment de leur mort. Parce que l'immortalité d'ailleurs ne lui a pas été donnée à travers le OP-Nomi qu'ils ont pris à une autre personne pour après justement lui donner, et on pourrait avoir ainsi une hiérarchie de vieillesse au travers, à travers justement ce temps. Et pourquoi pas, chose complètement dingue, c'est-à-dire que le OP-Nomi était énormément recherché, on le sait par rapport au flashback de Doflamingo, et pourquoi aussi Doflamingo nous dit que ce fruit du démon était vraiment important. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un autre doyen qui devrait avoir l'immortalité et qui ne l'a pas encore? Soit l'un des doyens qu'on a là, ou non, pas l'un des doyens qu'on a là, parce que les doyens, ils ont l'air déjà d'avoir leur pouvoir à travers leur transformation en Zoan, entre guillemets, on va dire ténébreux, mais peut-être qu'il y a un sixième doyen qui doit intervenir, et ils ont besoin du OP-Nomi pour pouvoir lui donner cette capacité d'immortalité. Parlons d'immortalité et parlons de fruits du démon. On sait aussi qu'il y a une relation entre Big Mom et Kaido. D'ailleurs, on voit très très bien cette relation à travers les phrases que se disent
l'équipage au niveau de la double page, on a la présentation de l'équipage de Chebek. Chebek, on ne voit toujours pas. Ça aussi, ça a rajouté quand même un petit peu de haine envers ce chapitre. Et donc, la relation qu'il y a entre eux, c'est-à-dire que Big Mom, enfin Kaido, a une dette envers Big Mom. Et encore une fois, je l'ai dit pendant la réaction live, mais ceux qui n'ont pas vu la réaction live, je vais vous redire la mini-théorie que j'ai fait directement. Eh bien, il semblerait que le fruit du démon du dragon Azur, c'est Big Mom qu'il a, et à un moment il a dû avoir un combat entre Kaido et Goldie Roger. Goldie Roger parce que il faut savoir que Kaido pense qu'il est l'être le plus puissant et il cherche à défier tout le monde. Et donc, il veut défier Shanks, non pas Shanks, mais Goldie Roger. Pourquoi ? Parce que Goldie Roger a dû combattre Chebek 1 an plus tôt. On va y revenir un petit peu plus tard. Cette vidéo va être vraiment très très longue. Et donc, ce qui se passe, c'est que il a dû combattre tout simplement Goldie Roger. J'en fais toujours pour dire Shanks. Il a dû combattre Goldie Roger. Il a dû se prendre vraiment une rousse absolument de dingue. Et il a été à 2 doigts de mourir. C'est sa capacité vraiment à endurer, à subir la blessure qui lui a permis de ne pas mourir directement. C'est-à-dire que là, il doit être dans un état vraiment très très dangereux. Et là, il y a Big Mom qui est venu, qui lui a donné le fruit du démon. Et quand il a mangé justement le fruit du démon, il a gagné les capacités du dragon qui lui donnent une endurance encore plus dingue. Et il a pu justement revivre. Chose étonnante, c'est-à-dire que normalement, et là on la voit pas, mais il devrait peut-être y avoir une cicatrice qu'on n'a pas encore vue de Kaido, même s'il dit qu'il a... C'est peut-être une cicatrice mentale. Parce que là, on serait peut-être dans un truc encore plus dingue. C'est-à-dire que le fait de manger le fruit du démon du dragon Azur lui a permis d'avoir une certaine régénération qui a enlevé la blessure qu'il avait eue par Shanks. Et donc et là on passe dans la symbolique, c'est-à-dire que la blessure qu'il a par rapport à Shanks, j'ai encore dit Shanks, par rapport à Goldie Roger n'est pas une blessure physique parce qu'elle n'est plus apparente, mais est toujours une blessure psychologique. Et après il apprend que Goldie Roger est mort et il n'a de cesse de toujours trouver un adversaire qui pourra lui rendre justement ce combat comme il a. Et après, il sait que la seule personne qui peut lui donner ça, c'est tout simplement Nika. Donc encore une fois, on est dans la symbolique. Autre symbolique, c'est qu'on voit bien que Stussy qui n'est pas la Stussy qu'on voit dans le temps présent, la Stussy dans le temps présent est tout simplement un clone de Backing. Et bien Backing, il semblerait que aller sur le dos de Barbe Blanche, il semblerait bien qu'il y a un lien entre eux. Il y a aussi un lien avec la Viec de Amazon Lily. Il y a l'air d'avoir une dualité justement entre la Stussy et celle de Amazon Lily, qui étaient tous deux amoureux de Barbe Blanche. Ça peut vraiment être sympa. Le fait aussi qu'on a Shiki Canon, on applaudit. Bravo, aussi applaudissez. Et il a aussi son fruit du démon, parce que quand il dit qu'il va envoyer les autres en l'air, ce n'est pas au sens littéral, c'est vraiment au sens figuré grâce à son fruit du démon. Après, comme j'ai dit, il y a les autres qui sont là, qui sont après les démons, les morts vivants qui vont être justement remis en vie grâce à Moria. Donc on voit que Moria a aussi des connaissances par rapport à l'équipage de Chebek. Il y avait peut-être l'équipage de Chebek, il a peut-être été à un endroit où ils ont été enterrés pour pouvoir les prendre. Ça, on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment tous ces éléments. J'ai bien aimé aussi au niveau des rocks où on voit le crâne avec le feu. Et ça serait complètement dingue de se dire que... Alors, je dis peut-être une connerie, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on connaît le détenteur du fruit du démon du Mera Meranomi avant que Ace le prenne? Je ne sais pas, mais ce qui pourrait être complètement dingue, c'est vu qu'on a du feu, c'est de dire que Chebek avait le fruit du démon du Mera Meranomi. Ça serait complètement dingue parce qu'on voit encore une fois, hein, je le répète, on voit encore le feu et tout, et de savoir après que le fils de Goldie Roger va avoir le fruit du démon du mec qu'il a peut-être battu. C'est encore une fois au niveau de la symbolique là-dessus, et Eiichiro Oda serait complètement dingue. Enfin bref, un chapitre qui était excellent. Après, on arrive justement sur la fin, l'ellipse de tous ces combats qu'il y a, avec le narrateur qui dit que toute cette histoire va tomber dans les ténèbres justement de l'histoire. Et ça, on n'aime pas quand le narrateur il raconte des trucs comme ça. Parce que souvent, quand il raconte, ça veut dire que ça ne sera pas montré.
Alors ça va peut-être être montré en anime. Encore une fois, on sait que Eiichiro Oda, quand il ne prend pas le temps de faire les combats, il n'aime pas dessiner les combats, il charge justement la Toei à travers quelques descriptions de dire ok, vous ferez ça, vous ferez ça, vous ferez ça. Donc peut-être qu'on les aura là-bas, mais on aura quand même bien aimé en avoir quelques-uns encore une fois en arrière-plan. Je suis chiant avec ça, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément ressenti. Mais c'est vraiment la phrase du narrateur qui me dit mais putain, on aurait pu avoir quelque chose de dingue et on va peut-être pas l'avoir plus tard. Mais par contre, si on a réussi si on l'a plus tard, je ne sais pas à travers quoi, à travers Saturne, qui va peut-être donner une explication, parce qu'encore une fois, on ne sait pas comment Kuma il a réussi parce qu'il y a ça aussi. Je ne sais pas si ça vous semble bizarre, moi c'est aussi ça qui m'a fait un petit peu gueuler. Kuma, il est devant Saturne et il est toujours vivant. Saturne, on peut être sûr qu'il avait déjà ces pouvoirs-là avant. Les pouvoirs qu'on voit au niveau de Egg, il les avait avant. Donc il les avait au temps du flashback, il y a 38 ans. Donc personnellement, qu'il arrive à partir, surtout que l'autre Kuma là, il parle de Nika, il dit qu'il va être le sauveur. Donc Saturne, il a dit non, mais toi t'arrêtes tes conneries, tu vas éviter de parler de tout ça et je vais te tuer. Et là, il arrive à partir. Alors, parce qu'il vient de manger le fruit, est-ce qu'il arrive déjà à savoir aussi bien l'utiliser? Enfin, vous voyez, il y a des trucs qui font que on a un petit peu du mal. Et surtout, là où on a un petit peu du mal, c'est tout simplement les dernières pages qui viennent pas chercher l'émotion. J'ai libéré tant de personnes. Ouais, ils sont où? Ils font quoi? Tout ça. Vous voyez, il n'y a pas de tension. Alors oui, il y a ça aussi qui fait peur. Parce que ce chapitre, il fait peur. J'ai l'impression que Eiichiro Oda aurait bien aimé dessiner, mais qu'il n'a pas le temps. Normalement, tel qu'était le Eiichiro Oda qu'on avait il y a 4-5 ans, il nous aurait mis un flashback de à peu près un chapitre entier avec la libération des différentes personnes, de la petite stratégie, de mettre une petite carte, de faire des petits trucs et tout, de nous donner une petite hype, de voir une personne qui meurt, de voir le Kuma qui arrive à libérer certaines personnes, mais pas d'autres parce qu'il s'en veut. Il le dit, j'en ai pas sauvé assez, j'aurais pu en faire plus. Hein, un certain Schindler. On passe sur autre chose. Mais on peut faire plus. Et donc de montrer le Kuma qui essaye de libérer des gens mais qui n'y arrive pas. Et encore une fois, ce trauma qu'il peut avoir ici peut peut-être après avec Ginny pouvoir créer et voir la création, mais on l'aura peut-être plus tard, la création de l'armée révolutionnaire. Le chose aussi qui m'a un petit peu semblé bizarre, je comprends qu'il a tout envoyé à Sorbet. Mais les autres là du gouvernement mondial, ils savent que les boucaniers ils viennent de Sorbet. Donc ils savent que là la première chose à faire c'est qu'une fois que l'autre il est parti, on va à Sorbet et on détruit Sorbet. Pourquoi après il est le tyran? Pourquoi après il est le roi de Sorbet? Ça aussi j'aimerais beaucoup savoir et l'apprendre au niveau des comment ça s'appelle peut-être du futur flashback qu'on va avoir au niveau de Kuma. Par encore une fois toujours les petits trucs que Eiichiro Oda il aime bien faire, c'est-à-dire que les gamins qui tapent Kuma à un moment, eh bien quand il leur enlève la douleur qu'il a, ça reprend aussi un petit peu ce qu'on avait au niveau de Thriller Bark, et bien on s'aperçoit que ces personnes-là font partie de l'équipage après de Bonnie, et ça c'est vraiment excellent. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette critique analyse. On se donne rendez-vous ce week-end, non pas ce week-end, le week-end prochain, on se donne rendez-vous où ça, à la Game in Reims. Encore une fois, gros merci à tous ceux qui sont venus me voir à la Paris Manga. Normalement demain soir on fait une petite vidéo parce que demain c'est mon anniversaire, j'ai 48 ans et je suis toujours aussi fan de One Piece. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par exemple entre vous, laissez des commentaires et aussi abonnez-vous, hein, ça me fera plaisir. Et surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.